Bonjour et bienvenue à tous pour cette dernière séance de la saison. Comme vous le savez, et comme chaque année, la saison prochaine reprendra donc début décembre. La dernière fois, nous avons vu comment la première mention du Bouddha apparaît dans les sources historiques chinoises. En l'occurrence, il s'agit du Hou Han Shu, donc le livre des Han postérieurs, qui concerne donc les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Alors, le Hou Han Shu a été, je le rappelle, compilé donc au 5e siècle de l'ère chrétienne, donc de façon assez tardive, mais le chapitre où il est question du Bouddha, c'est un chapitre qui s'intitule Xi Yu Zhuan, c'est-à-dire donc un chapitre qui est consacré aux contrées de l'Ouest. Donc ce chapitre s'appuie très explicitement sur en fait des documents et des témoignages qui datent en réalité des alentours de 125 de l'ère chrétienne. Alors Xi Yu, ces contrées de l'Ouest, c'est l'expression chinoise qui désignera dès lors tout ce qui se trouve au-delà de la chaîne des Himalayas, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui d'une part l'Asie centrale et l'Inde. Alors, cette mention du Bouddha apparaît dans le contexte de considération que nous pourrions qualifier aujourd'hui de géopolitique, puisque la Chine des Han a été amenée à pousser ses investigations vers l'ouest par la nécessité de combattre les Xiongnu et donc de rechercher des alliances contre eux pour essayer de contrôler donc leurs incursions en territoire Han. Et donc la stratégie consistait en fait à chercher ces alliances, notamment donc chez les Yuezhi, donc très à l'ouest, que vous avez ici, me semble-t-il, les Yuezhi ici. Donc vous avez les Xiongnu qui forment une espèce de ceinture autour du territoire Han ici, au nord et à l'ouest. Et donc l'idée a été de pousser vers l'ouest pour aller chercher donc des alliances, notamment chez ces Yuezhi, donc dans l'actuelle Asie centrale. Et donc les Yuezhi, c'est le nom que les Chinois donnaient à cet ensemble de tribus nomades qui ont fini par être unifiées sous la domination des Kushan. Donc les Kushan qui, aux alentours du tournant de l'ère chrétienne, donc étendent leur empire sur l'actuel, donc les actuels stans, notamment l'Afghanistan et presque tout le nord de l'Inde. Alors, ces Kushan, comme vous le voyez sur la carte, représentaient donc au tournant de l'ère chrétienne l'une des deux grandes puissances qui, en Asie centrale, s'interposait entre la Chine d'une part, donc au-delà de l'Himalaya ici, et l'Empire romain à l'ouest. L'autre grande puissance étant, comme vous le voyez, donc l'Empire parthe,
Autrement dit, donc, en fait, l'Empire parthe qui imposait sa domination sur la Perse, plus à l'ouest. Alors nous, en fait, les Parthes, on a tendance à les connaître surtout à travers l'expression la flèche du Parthe. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. Hein. Donc, c'est une expression donc, qui désigne une attaque ou une plaisanterie plutôt du genre hostile, on pourrait dire une pique, qu'on envoie à quelqu'un à la toute fin d'une conversation ou d'une rencontre, juste au moment de partir, hein, pour ne pas lui laisser le temps de répliquer. Et cette expression donc, fait allusion à une ruse bien connue des guerriers parthes qui faisaient mine de fuir pour surprendre l'ennemi en décochant des flèches tirées en arrière et par-dessus l'épaule, hein, comme ceci. Donc c'est ça la flèche du Parthe. Et donc il m'a semblé intéressant d'ouvrir cette parenthèse sur cette expression parce que il me semble qu'elle est assez d'actualité dans notre contexte électoral. Hein. Alors je ferme la parenthèse. Et donc ce chapitre sur les contrées de l'Ouest du Houhanshu nous parle assez longuement de ce royaume de Tianzhu, ici, dont on nous dit qu'il est également connu sous le nom de Yuantou, qui se prononce en désignation moderne sous le nom de Yintou. Yintou, c'est donc le nom moderne que les Chinois donnent à l'Inde. Alors, ce royaume de Tianzhu, on nous en décrit de manière assez détaillée l'étendue, le climat, les éléphants. Et c'est donc au détour d'une phrase sur les mœurs de ses habitants qu'il est mentionné au passage que ces habitants, et j'ai souligné donc les 4 caractères en rouge, Xiu Fu Tu Dao, Poshafa, donc qu'ils pratiquent la voie du Bouddha, qui est de s'abstenir de tuer et de faire la guerre. Alors, c'est tout à fait frappant de voir que ces quelques mots donc, sont lâchés négligemment en passant, hein, parce que donc je rappelle que ici nous sommes dans un texte qui est censé avoir été rédigé aux alentours de 125 de la chrétienne, parce que ce qui manifestement intéresse donc l'auteur du texte, c'est ce qui suit, c'est-à-dire une liste détaillée des produits rares et exotiques qu'on trouve dans ce royaume de Tianzhu ou Yuantou et que donc on peut espérer importer en Chine par le système du tribut. Mais ensuite, donc vous avez ici la suite du texte. Le texte revient sur l'histoire du Bouddha, qui se trouve lui aussi importé en Chine, un petit peu au même titre que toutes ces denrées. Il se trouve importé en Chine par le truchement du rêve d'un empereur, de ce fameux empereur Ming, qui a régné entre 58 et 75, donc au 1er siècle de l'ère chrétienne, et donc attribué l'importation du Bouddha en Chine par ce rêve impérial, c'est au fond la meilleure façon de lui donner crédibilité et autorité. Alors, je rappelle rapidement donc la traduction donc de ce passage que nous avons lu la dernière fois.
Donc, on se raconte d'une génération à l'autre que cet empereur Ming vit un jour en rêve un homme tout en or, de haute stature, avec une lumière brillante au sommet de la tête. Et donc l'empereur interroge donc ses ministres à ce sujet, et l'un d'eux lui répond donc à l'ouest, il y a un Shen, une divinité, qui a pour nom Fo, qui est une autre façon de transcrire le Bouddha. Son corps mesure 16 chi, qui équivalent à peu près à 3,7 m, donc le double de la stature normale d'un homme, et il est couleur d'or. Là-dessus, l'empereur envoya des émissaires au Tianzhu pour s'enquérir du Fa, de la loi, ce qu'on appelle en sanskrit le Dharma, du Bouddha, à la suite de quoi on vit apparaître dans le pays du milieu, ici, que j'ai souligné en rouge, Zhongguo, ici, on vit apparaître des images et des statues du Bouddha. Alors, le roi de Chu, qui s'appelait Ying, donc il s'agit d'un demi-frère plus jeune de l'empereur Ming, qui était donc dans une relation assez proche avec l'empereur Ming. Ce roi de Chu, qui était donc, on le sait par diverses sources, établi dans ce qui est actuellement la province du Jiangsu, c'est-à-dire donc une province qui est située très à l'est. Nous sommes pratiquement dans la région de Shanghai, Nankin. Donc ce roi de Chu commença à adhérer aux techniques bouddhiques, et pour cette raison, dans le pays du milieu, donc vous avez de nouveau cette expression Zhongguo ici, dans le pays du milieu, certains se mirent à accepter cette voie du Bouddha. Et par la suite, l'empereur Huan, qui a régné entre 147 et 167, donc au IIe siècle de l'ère chrétienne, se mit à se prendre d'intérêt pour les divinités et à offrir à plusieurs reprises des sacrifices à Fu Tu et Lao Tzu. Donc là aussi, j'ai souligné ces deux noms, Fu Tu, le Bouddha, et Lao Tzu, je les ai soulignés en rouge, pour justement insister sur l'association très étroite qui est faite entre le Bouddha et le Lao Tzu, parce que nous aurons l'occasion justement dans la saison prochaine de revenir justement sur cette association. Et donc la dernière phrase nous dit que les gens du peuple se mirent à adhérer quelque peu à cette voie du Bouddha, et ensuite ils devinrent de plus en plus nombreux à y croire. Alors, je pense que c'est intéressant de voir justement dans le détail comment se présente cette première mention du Bouddha dans les sources historiques chinoises, parce que nous percevons que nous sommes quand même assez loin de ce que nous pouvons savoir par ailleurs, justement de ce qu'a représenté le Bouddha dans l'ensemble des religions et des spiritualités indiennes. Donc le Bouddha, c'est quand même quelqu'un qui a représenté une sorte de révolution quand même dans ce contexte indien, alors qu'ici, nous avons l'impression que le Bouddha est introduit dans le monde chinois un petit peu par hasard. On le cite un petit peu à la suite, et donc de manière moins importante que tous les produits qui peuvent venir de l'Inde, donc c'est juste un produit parmi d'autres.
Et on a tendance en fait à l'associer, sinon le confondre avec Lao Tzu, qui est donc en fait une sorte d'être plus ou moins divinisé à l'époque Han, et qui est, comment dire, 100% du cru chinois. Alors, je vous propose maintenant de nous pencher un petit peu sur justement la partie conclusive de ce chapitre sur les contrées de l'Ouest. Parce que, en fait, vous avez cette partie conclusive qui s'intitule Lun, c'est-à-dire donc une sorte de, comment dire, de conclusion à tout le chapitre, qui reprend donc les éléments principaux qui ont été développés tout au long du chapitre. Alors vous avez ici la première partie de ce Lun. Je ne vais pas prendre le temps parce que le temps nous manque un petit peu, mais de le lire dans le détail. Mais ce que cette première partie nous dit, c'est que la première phrase vous dit que ce qu'on rapporte sur les coutumes et sur les terres, le territoire des contrées de l'Ouest, on n'en avait pas entendu parler dans les temps plus anciens. Autrement dit, donc, cette conclusion nous dit que clairement que avant les Han, en fait, on ne connaissait absolument rien justement de ces contrées de l'Ouest. Et donc, la conclusion nous rappelle d'abord l'expédition de Zhang Qian, que vous avez ici, qui donc a été envoyée en émissaire par l'empereur Wu des Han, donc au IIe siècle avant l'ère chrétienne, pour chercher alliance justement contre les Xiongnu. Donc ça a été justement les circonstances de cette première expédition vers l'ouest. Et ensuite, vous avez aussi une mention de Pan Chao, qui est donc de la famille de l'éminent historien Pan Ku, qui a donc compilé l'histoire des Han antérieurs, le Han Shu. Donc Pan Chao, qui a également donc eu connaissance justement de ces contrées de l'Ouest. Et donc, on nous dit que ces deux personnages ont réussi à soumettre ces contrées de l'Ouest par un lien d'allégeance. Donc là, je pense que nous avons assez lu justement de cette rhétorique chinoise pour prendre ça un petit peu avec une pincée de sel, parce que nous savons très bien qu'en réalité, l'expédition de Zhang Qian a été un fiasco complet. Mais toujours est-il que là, selon cette rhétorique, on nous dit que les Han ont réussi donc à obtenir ce lien d'allégeance, alors soit avec le bâton, c'est-à-dire donc par une politique de conquête armée, notamment celle qui a été menée par l'empereur Wu des Han, soit par la carotte, c'est-à-dire donc amadouer justement ces peuplades de l'Ouest en leur faisant des cadeaux et en leur promettant justement la protection donc de l'Empire Han. Et alors on nous donne une magnifique vision donc de ces peuplades de l'Ouest qui se tournent vers l'Orient pour rendre hommage au Fils du ciel. Et donc on nous décrit par le menu justement en fait toutes les mesures qui ont été prises pour notamment commencer à coloniser donc ces contrées de l'Ouest. On établit donc des relais de poste, on nomme des messagers, des interprètes qui font la navette justement entre le monde chinois et ce monde de l'Ouest. Et on nous redit que
ceux qui se soumettent de leur plein gré, hein, on les couvre d'or et de cadeaux, et ceux qui tardent un petit peu à se soumettre, on les attache par le cou, hein, dans des carcans, et on frotte de leur sang la porte du nord. Hein. Donc c'est toujours donc cette politique de la carotte et du bâton. Hein. La seule qui est censée fonctionner donc avec ces barbares de l'Ouest. On nous parle d'un personnage qui s'appelle Gan Ying, qui aurait traversé justement tout l'empire des Parthes et qui aurait aperçu de loin le Ta-Qin, c'est-à-dire donc les confins de l'empire romain. Et on nous dit donc que dans ce chapitre consacré aux contrées de l'Ouest, il y a une description par le menu justement de tout comment se présente le terrain, les cours d'eau, les climats qu'il faut traverser, les déserts, les vents que l'on rencontre dans le désert, les démons, etc. Enfin donc tout ce qui peut servir de vademecum pour les gens qui sont amenés à s'aventurer ensuite dans ces contrées. Et ensuite, dans la deuxième partie donc, de cette conclusion, vous avez un retour justement sur le Bouddha. C'est ce passage-là qui m'intéresse plus particulièrement, donc c'est celui-ci que nous allons lire un peu plus dans le détail. Alors, cette partie donc commence en nous disant donc 至于佛道神话，性自渊独，而二汉方至，莫有称焉。Alors, quant à la transformation divine opérée par la voie du Bouddha, elle s'est développée à partir du Yuantou, c'est-à-dire donc de l'Inde. Et pourtant, dans aucun des traités sur les contrées de l'Ouest, dans les deux livres des Han, c'est-à-dire donc le Hanshu, le livre des Han antérieurs, et le Hou Hanshu, le livre des Han postérieurs, il n'en est fait mention. En réalité, non, je rectifie. En fait, les deux livres des Han, je pense qu'il s'agit plutôt du Shiji, donc les mémoires historiques de Sima Qian, et donc le livre des Han antérieurs, compilé par Pangu, dont je parlais tout à l'heure. Alors donc, avant ces traités, donc, nous n'avions absolument aucune donc, mention de cette voie du Bouddha. Alors, Zhang Qian 但助地多属师，乘向而战。Alors, Zhang Qian a seulement noté que cette terre de Yuantou est chaude et humide et qu'on y monte des éléphants pour aller au combat. Donc là, vous remarquez que c'est exactement donc, ce qui est repris justement dans le Hou Hanshu. Et Pan Yong 虽烈其奉浮屠，不杀伐，而经文善法，到达之功，非所传述。Alors, Pan Yong, donc, qui est justement l'auteur présumé de ce document, qui daterait donc des environs de 125 de l'ère chrétienne et sur lequel s'est appuyé le compilateur du Hou Hanshu, Fan Ye, donc. Pan Yong, bien qu'il ait exposé que les gens de Yuantou adhèrent au Bouddha et s'abstiennent de tuer et de livrer bataille, Pan Yong donc n'a rien transmis ni relaté sur les mérites des beaux textes et de la bonne loi, le dharma bouddhique, à guider les esprits et leur faire atteindre, sous-entendu, donc l'illumination. Yu wen zhi hou shuo ye,
齐国则因乎中土，欲诸和气。Or moi, j'ai entendu dire à ceux qui en ont parlé par la suite que ce pays de Yuantou est plus florissant que la terre du milieu. Donc la terre du milieu, il s'agit de toute évidence de la Chine. Donc ici, vous avez cette expression qui me paraît tout à fait intéressante et significative. On nous dit que l'Inde, en réalité, serait en fait plus prospère et plus florissante que la terre du milieu, ce qui est quand même, venant d'un historien chinois, digne d'être noté. Et que dans ce pays de Yuantou, le yuzhu, c'est-à-dire la torche de jade, heqi, y harmonise donc les souffles, sous-entendus des saisons. Donc cette torche de jade, c'est une expression métaphorique pour indiquer donc la parfaite harmonie donc des qi, donc des souffles, des énergies produites selon les 4 saisons. Ling sheng zhe suo ji, xian yi zhe suo ting sheng. Donc Yuantou, c'est le pays où littéralement les Ling sheng, donc les saints divins. Je pense qu'il s'agit ici des Bouddhas et des Bodhisattvas. Donc c'est le lieu où ces personnages saints et quasi divins se sont rassemblés. C'est le lieu où des sages vertueux, là je pense qu'il s'agit des disciples du Bouddha, ont littéralement tenu droit leur vie. Donc ici, on nous dit que l'Inde, c'est un pays qui est en réalité plus florissant même que la Chine et que c'est un lieu privilégié parce que il y a en Inde une concentration donc d'êtres saints et d'êtres divins. Shenji Gui Guai, Li Jue Ren Qu, donc les prodiges ou miracles produits par les traces divines, c'est-à-dire par les traces laissées par ces êtres divins, elles ont un principe qui se détache du domaine humain, c'est-à-dire qu'elles relèvent du surhumain. Donc l'évidence produite par des phénomènes attestés, donc par ces prodiges ou ces miracles, a une réalité qui est donc Chu Tianwai, qui littéralement sort au-delà du ciel. Donc ici, ce qui est souligné, c'est que en fait, la voie du Bouddha, c'est une voie totalement, transcendante et métaphysique, qui sort du domaine de l'humain et qui va même au-delà donc du ciel. 而千超无闻者，其道必往运，书开书业乎。Or, si ni Qian, c'est-à-dire Zhang Qian, l'émissaire de l'empereur Wu, ni Ban Chao n'en ont entendu parler de toutes ces divinités, serait-ce que cette voie du Bouddha était fermée pour les époques révolues, et serait-ce qu'elle se serait ouverte à maintes reprises aux époques postérieures. Autrement dit, ici, la question, c'est de savoir, mais comment se fait-il que nous, Chinois, nous n'ayons jamais entendu parler de cette voie du Bouddha alors qu'elle
elle vient d'un pays tellement prospère et qu'elle est tellement transcendante, lumineuse, etc. Comment se fait-il qu'en Chine, nous n'en ayons jamais entendu parler et que même donc, les émissaires des Han, de l'Empire Han n'en aient jamais entendu parler? Alors, est-ce que ça veut dire que cette voie du Bouddha a été en quelque sorte lettre close pour les générations passées et qu'elle ne s'est révélée à nous qu'à une époque récente? 不然何无益之圣也? Et si ça n'était pas le cas, c'est-à-dire donc si justement cette voie n'était pas restée, comment dire, lettre close, quel comble de falsification ce serait? C'est-à-dire, est-ce que nous avons été victimes justement d'une énorme erreur? Alors, Hanzi Chuying 始圣斋戒之寺，桓帝又修华盖之事。Sous les Han, depuis le règne de Ying, du royaume de Chu, donc dont on vient de parler, commencèrent à être en vogue les pratiques sacrificielles de jeûne, zhai, et jie, et d'interdit. Donc là, en fait, ce sont des pratiques qui sont le propre justement de cette discipline bouddhique. Donc avant justement toute cérémonie, donc il s'agit de pratiquer le jeûne et il y a un certain nombre d'interdits. Le premier interdit étant celui précisément de tuer, autrement dit de prendre la vie. Mais il y a un certain nombre d'autres interdits, notamment de se préserver donc des produits intoxicants, comme l'alcool, les drogues, etc. Donc vous avez un certain nombre d'interdits qui sont introduits par cette discipline bouddhique. Et l'empereur Huan, donc celui qui a régné au IIe siècle de l'ère chrétienne, adopta en outre l'ornement des dais fleuris, c'est-à-dire donc il a trouvé en fait comment dire très intéressant d'adopter cette habitude de se déplacer donc sous un dais fleuri un petit peu à la manière justement du Bouddha. Jiang Wei Yi Wei Yi Dan Shen Ming zhe xie. Était-ce que les significations les plus subtiles de la voie du Bouddha n'étaient pas encore traduites et que seuls donc des esprits éclairés, divins, quasi divins, pouvaient les comprendre? Donc là, en fait, on cherche toujours cette explication. Comment se fait-il que nous n'ayons pas entendu parler de cette fameuse voie du Bouddha? Est-ce que par hasard c'était parce que justement il n'existait encore aucune traduction? Là, nous avons quelqu'un qui parle au 5e siècle de l'ère chrétienne, au moment où cette voie du Bouddha a déjà quand même largement pénétré en Chine et où il existe déjà un certain nombre de traductions. Mais c'est intéressant de voir que nous avons quelqu'un qui s'interroge justement sur le rôle des traductions pour arriver justement à capter quelque chose de cette voie totalement étrangère. 想起琴心是雷之训，空有坚潜之宗，道书之流也。Alors, quant aux enseignements qui expliquent en détail comment purifier son cœur et se délivrer des liens sous-entendus du désir, là nous avons quelque chose justement de l'enseignement bouddhique. Et quant à l'origine du fait que la vacuité et la réalité vont de pair, sont intimement associés, tout cela
Alors là, vous avez vraiment une espèce de résumé en quelques mots du noyau central en fait de l'enseignement bouddhique, c'est-à-dire donc qu'il s'agit au fond de se délivrer des liens du désir, de l'attachement justement à tout ce qui est désir, le désir qui est le carburant justement de ce qui nous attache au samsara, c'est-à-dire donc en fait à ce flux perpétuel des existences. Donc en fait le grand message bouddhique, c'est précisément de parvenir à sortir justement de ce cycle permanent des existences de façon à arriver donc au nirvana. Nirvana, c'est-à-dire donc à l'extinction totale justement de ce carburant du désir. Et l'idée que krong-yo, que la vacuité et le yo, c'est-à-dire ce que les Chinois appellent le ilia, la réalité, que vacuité et réalité sont une seule et même chose, ça c'est vraiment le cœur de l'enseignement bouddhique. Et alors là, contre toute attente, on nous dit que Tao Shu Zhi Liu Ye, tout cela dérive des écrits taoïstes. Bien, alors donc là, s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à un déni donc, de ce qui peut venir justement de l'extérieur, là vous en avez un magnifique exemple. Alors, 且好人误杀，捐必从善，所以贤达君子多爱其法焉。Alors, au demeurant, donc, aimer le ren, donc là nous avons l'utilisation d'un terme à connotation tout à fait confucéenne. Ren, c'est la qualité, le principe d'humanité, qui est vraiment au cœur de l'enseignement confucéen. Donc, aimer le principe d'humanité et wusha, c'est-à-dire détester le fait de tuer, jeter la lumière sur la destruction et promouvoir le bien, c'est cela qui a permis aux sages, alors ici je pense qu'il est fait allusion donc aux sages chinois, c'est ce qui a permis aux sages d'amener les junzi, les hommes de bien, alors là il s'agit bien des hommes de bien confucéens, à aimer, à adhérer à cette loi du Bouddha. Autrement dit, dans cette phrase, ce qui est dit, c'est que, au fond, la voie bouddhique ne nous apporte rien de nouveau. Nous n'avons pas attendu le Bouddha pour haoren wusha, c'est-à-dire donc aimer le principe d'humanité et détester le fait de tuer. Et c'est même en fait ces valeurs bien chinoises et bien confucéennes qui nous ont permis justement d'adhérer de façon assez peu problématique à la voie du Bouddha. Alors, ce qui suit est encore plus intéressant. Donc, Ran hao da bu jing, qi jue wu yi, sui zhou yan谈天之变，庄周窝角之论，尚未足以盖其万一。Mais les adeptes du Bouddha aiment exagérer. Ils aiment bien, comment dire, agrandir les choses et ils ne s'en tiennent pas aux jing, c'est-à-dire aux écrits canoniques. Ils n'en finissent pas de raconter prodiges et fariboles, au point que même les élucubrations d'un Zhouyan parlant du ciel ou les discours d'un Zhuangzhou, ici il s'agit de Zhuangzi, donc le fameux philosophe du IVe siècle avant la chrétienne, les discours d'un Zhuangzhou sur les cornes d'un escargot ne suffiraient pas à équivaloir à 1/10000000 de ces extravagances bouddhiques. Donc là, il est fait allusion donc effectivement à la prose assez fleurie des textes bouddhiques,
qui est assez peu au goût apparemment de ce lettré chinois, qui trouve qu'il y a beaucoup d'exagération là-dedans, qu'on nous mène dans des récits totalement fantastiques, et qu'à côté, donc, ce que nous connaissons de plus extravagant dans la tradition chinoise, à savoir donc Zhou Yan, qui était donc ce penseur cosmologiste qui a introduit donc dans l'ère préimpériale cette idée de comment dire du cycle des cinq agents, les Wu Xing, et qui a donc produit justement en fait des spéculations sur la nature du ciel, et d'autre part l'autre grand extravagant de la tradition littéraire chinoise, c'est Zhuangzi, donc avec donc ces récits totalement déjantés. Donc même cela n'arrive pas à un 10 millième donc des exagérations qu'on trouve dans la littérature bouddhique. Alors, je finis d'abord le texte, je reviendrai un petit peu sur justement Zhuangzi tout à l'heure. 又精灵起灭，因报相寻，弱小而媚者，故通人堕祸焉. En outre, les théories bouddhiques sur l'apparition et la disparition des âmes et sur l'interaction des actes et de leur rétribution, dans les cas où leur clarté devient obscure, alors même les gens avisés se retrouvent souvent à ne plus rien y comprendre. Donc là, en fait, il y a deux reproches qui sont faits donc, au texte bouddhique. C'est d'une part qu'on est dans comment dire, l'exagération fleurie en permanence, et d'autre part qu'on est dans des théories métaphysiques assez abstruses concernant donc l'apparition et la disparition des âmes, sur la théorie donc du karma, sur laquelle nous allons revenir donc prochainement. Donc ces théories sur justement la rétribution justement des actes, tout ça peut devenir assez facilement obscur, et du coup même les gens les plus intelligents s'y perdent. Alors, 盖导素无方，事物异会，取诸同归，错夫一说，则大道通矣. En somme, pour guider le vulgum pecus, il n'existe pas de recette. Pour s'adapter aux choses, les circonstances varient. Il faut donc prendre ce qu'il y a de commun et disposer donc des théories douteuses. C'est ainsi que la grande voie, le Ta Dao, pourra pénétrer partout. Donc la conclusion donc, de ce chapitre finit sur une note extrêmement, on pourrait dire, syncrétiste, c'est-à-dire que au fond, il est dit que n'importe quelle voie qui permet justement d'atteindre une certaine vérité est bonne à prendre, qu'elle vienne de la Chine elle-même ou qu'elle vienne de l'extérieur. Et toutes ces voies peuvent justement s'unifier pour constituer le Ta Dao, c'est-à-dire la grande voie, celle qui permet de pénétrer et de comprendre tout. Et vous avez donc quelques mots à la fin. Vous avez très souvent donc ces formules qu'on appelle le zan, c'est-à-dire l'éloge, qui conclut un chapitre. Et vous voyez ici dans la disposition des caractères qu'il s'agit donc de formules à 4 caractères et qui riment en plus. Alors, 纯以西湖，天之外区，土物称利，人性盈虚，不率华礼，谋有典书。若微神道，
Reju, reju. Donc, frustes, simples, sont les Hu de l'Ouest. Ils sont dans une contrée en dehors du ciel, donc ils ne partagent pas le même ciel que nous. Les produits de leur terre sont d'un grand prix et d'une grande beauté, mais la nature de leur peuple est débauchée et vaine. Ils ne suivent pas les rites de la Chine, aucun d'eux ne possède les livres qui servent de règles, donc ils ne possèdent pas de livres canoniques. Et la dernière phrase est tout à fait significative. Si on leur retirait leur religion, le Shentao, la voie des esprits, de quoi prendraient-ils souci et par quoi seraient-ils retenus? Autrement dit, s'il n'y avait pas justement pour eux le support de la religion, ils seraient encore plus débauchés qu'ils ne le sont. Et là, nous avons en fait, de manière très amusante, une note d'Édouard Chavannes qui dit « Ce jugement de Faye sur les peuples occidentaux, les peuples de l'Ouest, est fort intéressant car il est analogue à celui que de nos jours, Édouard Chavannes donc, écrit donc au début du XXe siècle, à celui que de nos jours la plupart des Chinois portent sur les Européens. » Donc là, vous avez une certaine constante dans cette résistance chinoise à ce qui est autre. Donc vous avez cette façon chinoise de dire, bon, certes, la voie du Bouddha, elle est très belle, et elle dépasse tout ce que l'entendement humain peut concevoir, mais au fond, nous y avons pensé avant, et par conséquent, ça ne nous apporte pas grand-chose de nouveau. Alors, je suis obligée de terminer rapidement ici. Je voulais quand même vous lire très vite cette histoire d'escargot, de corne d'escargot de Zhuangzi, parce que je pense que ça nous intrigue tous. Alors, Zhuangzi, dans son esprit habituel, et je lis donc le passage dans la très belle traduction, encore une fois, de Jean Lévy. Zhuangzi nous parle donc d'un roi, d'un souverain, qui est très ennuyé parce que il est, comment dire, attaqué, agressé par un royaume voisin. Et donc, on lui adresse donc un sage, probablement justement un sage taoïste, qui lui dit vous savez ce qu'est un escargot? Là, vous avez le texte original ici. Le wo, donc vous savez ce que c'est qu'un escargot? Alors le roi dit ben oui. Alors le sage continue, ça a 2 cornes. Sur l'une des cornes, il y a le royaume d'agression. Sur l'autre, le royaume de barbarie. Ils se font constamment la guerre, en sorte que les cadavres jonchent le sol par centaines de milliers. Quand l'un est battu, il ne faut pas plus de 15 jours pour qu'il remette ça. Alors le roi, indigné, dit « c'est une blague, ça n'a aucun sens ». Alors le sage continue « alors je vais tout de suite lui en donner un de sens. Pensez-vous que l'espace qui nous entoure ait une limite ?» Réponse « non, l'espace est illimité », dit le roi. Alors le sage continue « dans un espace illimité, notre Terre n'est-elle pas un petit atome de boue ?» Le roi dit « ben oui, c'est vrai ». Le sage continue « sur ce point imperceptible de la nature, il y a la Chine, et au milieu de la Chine, insignifiant, il y a le Qi et le Wei. » Alors le Wei étant justement le royaume de ce souverain, avec l'un sa capitale Linze et l'autre sa capitale Grand Pont. Est-ce si différent des 2 royaumes de barbarie et d'agression?
Et là, le roi est bien obligé d'admettre non, il n'y a aucune différence. Le visiteur, donc ce sage taoïste, ayant pris congé, le roi resta longtemps perdu dans ses pensées. Donc là, les apologues du Zhuangzi se terminent très souvent là-dessus. Vous avez un sage taoïste qui intervient, qui vous ouvre totalement donc la perspective, et vous restez complètement muet, parce que vous ne savez plus quoi dire, ni plus quoi penser. Alors, avant de nous quitter donc, pour cette saison, je voulais quand même justement vous montrer un petit peu comment donc, les Chinois se représentent ces barbares de l'Ouest. Là, vous avez un stéréotype que vous retrouvez, donc ce nomade à cheval, ces cavaliers donc, qui lancent des raids sur le territoire chinois, et dont l'Empire chinois a toujours essayé de se garder. Et vous avez ici donc un document tout à fait intéressant, dont l'origine remonte au VIe siècle. Vous avez ici donc une sorte de typologie des émissaires envoyés donc de l'étranger. Alors, le VIe siècle, c'est peu après donc, la compilation du Hou Han Shu, du livre des Han postérieurs. Et donc, vous avez cette galerie donc, de portraits avec leur pays d'origine et une courte description. Vous avez ici donc, l'un de ces émissaires étrangers. Vous voyez que ce qui les distingue d'abord, c'est le fameux grand nez. Encore jusqu'à une date relativement récente, les Chinois appelaient tous les Occidentaux des tabids, donc des grands nez. Vous avez donc ces grands nez, la moustache, la barbe, des sourcils assez broussailleux et cette coiffe donc de fourrure. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que au XVIIIe siècle, dans un ouvrage qui date de 1761, nous sommes déjà dans la Chine manchoue des Qing, vous continuez à avoir une typologie justement de ces étrangers, de ces barbares. Ici, vous avez la représentation donc d'un yi, donc d'un barbare yi, qui sont censés être les barbares de l'Est, qui vient quand même de Corée. C'est un émissaire enfin c'est un fonctionnaire donc de Chaoxian. Chaoxian, c'est donc Choson, c'est la grande dynastie coréenne. Et malgré la ressemblance tout à fait frappante de son costume avec le costume des fonctionnaires chinois, pour la bonne raison qu'il a été plus ou moins copié dessus, il porte cette qualification de yi, c'est-à-dire de barbare de l'Est. Ici, vous avez la représentation donc littéralement d'un esclave, démon noir. Autrement dit, donc c'est comme ça que les Chinois se représentaient donc les Africains, donc qui vient de Ta Xiyang, c'est-à-dire donc des grands océans de l'Ouest. Alors, vous avez justement, j'attire votre attention sur cette translation entre Xiyu, c'est-à-dire les contrées de l'Ouest, qui désignaient donc l'Asie centrale et l'Inde, et ensuite vous avez à partir de là une dénomination qui va encore plus à l'ouest, cette dénomination du Daxiang, c'est-à-dire donc des grands océans de l'ouest, une dénomination qui va finir par désigner justement
les Européens, les Occidentaux, hein, qui commencent donc à venir en Chine en grand nombre, notamment avec les missionnaires chrétiens, à partir du XVe, XVIe siècle. Et pour nous remettre à notre place, donc vous avez un autre de ces barbares donc des grands océans de l'Ouest, hein, qui nous est singulièrement familier et qui probablement n'apprécierait pas tellement justement de se voir qualifié donc de barbare. Hein. Alors, comme quoi, on est toujours le barbare de quelqu'un. Hein. Donc, sur cette bonne pensée, je pense que nous allons en terminer aujourd'hui, non sans quelques annonces. Avant donc de continuer nos travaux en décembre prochain, nous aurons peut-être l'occasion de nous retrouver d'abord pour cette journée d'études qui aura lieu le 23 juin, le vendredi 23 juin, qui est cette journée d'études internationales intitulée donc Chine-Inde, universalité croisée, où nous parlerons justement de ce dont il a été question lors de cette saison, donc cet entrecroisement donc de deux grandes civilisations, tout aussi universalistes l'une que l'autre, hein, avec justement des intervenants indiens, mais qui s'intéressent à la Chine. Et d'autre part, je voudrais dès maintenant annoncer une série de conférences, qu'on peut même appeler des leçons, qui seront données en français par mon éminent collègue allemand, le professeur Michael Lackner, de l'université de Erlangen-Nürnberg, sur le thème « Y a-t-il une philosophie de la divination chinoise ?» Donc là, le professeur Lackner, qui est parfaitement francophone, nous avons eu la chance cette année d'avoir donc un collègue américain parfaitement francophone, le professeur Saucy, qui est intervenu il y a quelque temps, et maintenant en juin, le professeur Lackner, qui associe de manière très intéressante dans son intitulé donc deux termes qui n'ont pas l'habitude d'aller ensemble, c'est-à-dire la divination, hein, telle qu'elle est pratiquée dans la tradition chinoise, et la philosophie. Est-ce qu'il y a donc un enjeu philosophique dans ces pratiques de la divination chinoise? Alors, ces conférences auront lieu le 31 mai, le 6, le 13 et le 16 juin, donc ici au collège, et vous aurez donc tous les détails de toutes ces manifestations sur le site web du collège. Donc, pour l'instant, donc, je vous dis encore une fois merci de votre attention et de votre fidélité, et encore une fois que si le Bouddha nous prête vie, donc à bientôt. Merci.